renta brut 11%, magnifique ça. Franchement, les rentas au-dessus de 10%, ceux qui arrivent à les sortir, bravo. C'est vraiment du boulot, quasiment impossible à faire si vous transformez pas le bien. Il y a des études qui comparent les deux. Et en fait, on voit qu'entre le lump sum, l'investissement one shot, et le cost averaging CA, en gros le DCA, le lump sum bat le DCA 68% du temps. Est-ce que tu as fait une plus-value dessus? Ouais, tu as fait une super plus-value dessus. Donc très très bel achat encore une fois. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un ingénieur aéronautique qui a été artisan dans l'immobilier. C'est parti. Du coup, je vous le disais, ancien artisan reconverti qui bosse chez un constructeur aéronautique. On ne sait pas qui c'est. Peut-être que ça commence par un R, ça finit par un bus, on ne saura pas. Voilà, patrimoine brut 1,4 million d'euros, un patrimoine net 1 million d'euros. Donc gros patrimoine, gros portefeuille, enfin gros parc immobilier qui vient probablement de son passé en fait, d'artisan. Gros portefeuille crypto, 200 000 euros quand même, c'est pas rigolo. Grosse position de pièces d'or, alors là tu nous régales, 38 000 euros et d'autres actifs, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, marié, 40 ans, 2 enfants, ingénieur aéronautique, salaire de 3 500 euros net par mois. Alors dites-moi dans les commentaires, ça me semble pas énorme. Alors peut-être qu'avec la reconversion, t'as pris un peu de retard, mais ça me semble pas énorme par rapport à ton âge. Mais s'il y a des ingénieurs aéronautiques qui regardent cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous semble cohérent par rapport à son profil. Je peux faire un effort d'épargne de 500 euros par mois, ok, pas mal, donc 15%, c'est quand même sympa. Objectif, réduire mon exposition aux crypto afin de bâtir un capital solide pour dans 10 ans. Alors je ne trouve pas que ce soit un objectif, ça c'est une manière, mais un objectif, ça pourrait être par exemple, je veux plus d'argent, ou alors je veux financer les études de mes enfants, ou alors je veux acheter une maison, ou alors je veux, devenir indépendant financièrement. Je pense que ça c'est plutôt une tactique, mais c'est pas le goal, donc ce qui serait bien, c'est plutôt de réfléchir à qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie et en quoi l'argent va être utile. Ça, l'argent c'est juste un moyen, c'est pas une finalité. Stratégie, bon ça c'est un truc de riche de dire ça aussi, de dire que c'est juste une finalité. Il y a que les gens qui sont riches qui disent ça, mais c'est vrai quand c'est le but, c'est pas d'accumuler de l'argent, d'avoir du patrimoine, plus savoir quoi en faire, mais plutôt de le mettre à profit pour pouvoir réaliser vos rêves. Allez, avant de regarder ton cash flow, la stratégie, à ce jour, diversification très faible, j'ai juste fait confiance à mon feeling, IPO, introduction en bourse, sur certains produits au bon moment. Produits, c'est étonnant de dire IPO et produits, mais bon, peut-être que tu parles d'autre chose, on regardera. Crypto, immobilier, donc effectivement, tu as bien senti les vagues, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Pas mal de foncier, car précédente vie en tant qu'artisan, charpentier, électricien, franchement, bravo pour la reconversion. C'est beau, franchement. Comme quoi, tout est possible. Ça aurait été super que tu nous dises à quel âge tu t'es reconverti. Si tu regardes la vidéo, dis-le nous dans les commentaires, parce que franchement, je pense qu'on n'a jamais eu une reconversion aussi radicale. Donc, top, généralement, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est des gens qui travaillent dans un métier de bureau et qui veulent aller vers du manuel. J'ai tous mes potes entrepreneurs qui veulent couper du bois et devenir pêcheurs. Mais en tout cas, bravo pour ça. J'ai fait beaucoup d'achats de biens avec rénovation totale. Bah forcément, c'était ton métier, quoi. Donc j'imagine que les TRI qu'on va voir vont être très très sympas. Je veux réinvestir autour de 100K de crypto dans des produits plus classiques avec pourquoi pas bénéficier de réduction d'impôts. Aujourd'hui, 10 000 euros par an. Bon, ça, je pense que vous le savez maintenant. La réduction d'impôts n'est pas une stratégie d'investissement. Le but, c'est d'avoir plus de capital et un des moyens, c'est d'optimiser la fiscalité. Mais c'est pas à l'inverse. Le but, c'est pas de payer moins d'impôts. C'est si tu payes plus d'impôts plus tard, c'est probablement que tu as fait des bons investissements. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va d'abord essayer de faire les bons investissements et ensuite, on va essayer de payer le moins d'impôts possible, légalement évidemment, pour que ça ait du sens. Mais donc, attention, les produits défiscalisants, voilà, c'est un piège. Franchement, les produits défiscalisants, ceux qui gagnent le plus, c'est les vendeurs. Ça veut pas dire que tout est à jeter, mais les Pinel, voilà, c'est souvent des mauvaises opérations. Les de Normandie, les Malraux, c'est tous les programmes d'immobilier qui soient neufs ou rénovation de l'ancien, classé, etc. C'est souvent des mauvaises opérations pour les investisseurs, c'est souvent des très bonnes opérations pour les conseillers qui vous les vendent et c'est souvent des très bonnes opérations pour les promoteurs. Donc attention à ces produits-là. Ce que tu fais là est beaucoup plus rentable. En fait, acheter des biens immobiliers anciens, les rénover, c'est là où tu crées de la valeur, c'est quand tu transformes, c'est pas quand tu achètes un produit sur étagère comme ça. D'ailleurs, si les vendeurs sont aussi pressés de vous les donner, c'est parce qu'ils prennent, allez, on va dire 3% de com. Imaginez un peu, quelqu'un vous vend un appartement à 300 000 euros et il prend 3% de com. Ouais, c'est pas surprenant qu'il ait envie de pousser, ou peut-être qu'il prend 1%, même s'il prend que 1%, imaginez les sommes que ça représente. Donc attention à ça, il y a quand même des produits qui permettent de limiter la fiscalité, mais l'important c'est vraiment plutôt de choisir les bonnes enveloppes pour limiter le frottement fiscal, peut-être d'investir via ta société, de transmettre une partie de ton patrimoine, enfin bref, il y a plein de choses à faire qui peuvent limiter l'imposition. Question, dans quoi investir ma session de crypto? Alors avant de regarder ta session, regardez ton cash flow, du coup tu nous l'as dit, 3200 euros, il me semble que c'était un peu plus, non 3000, je sais pas pourquoi tu as mis 3200 ici, 3500 là, mais en tout cas on va dire 3200.
200, salaire net, donc on ne parle pas d'imposition. Tu investis dans ton logement, donc tu es locataire, donc ça c'est un très bon exemple. C'est un locataire probablement de sa RP, mais sa résidence principale, mais il doit avoir que des biens locatifs, j'imagine, par ailleurs. Donc quand même un gros parc de biens locatifs, des loyers, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu ne comptes pas les loyers dans ton cash flow. Voilà. On va quand même regarder si tu en touches, mais j'imagine que oui. J'imagine que tu as des opérations cash flow positives. Tu payes des charges classiques, tu as des courses 700 € et tu as une nounou 350 €. Tu as combien d'enfants? Tu nous as dit 2 enfants. Très bon investissement la nounou. Très bon investissement aussi les enfants. Et ensuite quelques petits abonnements, 15 €. Bon, pas grand chose. Il n'y a pas de loisirs. Il n'y a pas de loisirs là-dedans. Moi, je trouve ça toujours bien de faire un cash flow vraiment le plus exhaustif possible en étant réaliste. Donc en mettant que, je sais pas, tu vas emmener les enfants à Disneyland ou j'en sais rien. Donc ça va coûter un peu d'argent. Tu peux le mensualiser, ça, en fait. Donc même si c'est que des one-shots, mais j'imagine que vous partez en vacances, etc. Donc ça, c'est pas mal de le mettre. Donc, mais j'imagine qu'il y a un petit budget vacances. Mais en tout cas, tu pourrais... tu nous as dit que tu as un budget de 500 € d'investissement. Donc ouais, tu as peut-être encore 600 et quelques qui partent dans des petites dépenses, on va dire discrétionnaires pour rendre le quotidien plus sympa. Allez, on regarde ton patrimoine. Du coup, tu nous l'as dit, patrimoine brut 1,3 million. C'est un peu rebaissé. Je vois qu'il y a quelque chose qui a dû être vendu là, peut-être de la crypto, je ne sais pas. Tiens, on va regarder ici. Qu'est-ce qui a bougé massivement? Donc je vois qu'il y a de l'immobilier qui a beaucoup bougé. La crypto, ça n'a pas bougé. Donc c'est l'immobilier. C'est au niveau de l'immobilier que il y a eu un peu de chahut. Peut-être que tu as vendu un appartement. Et du coup, ce fameux parc immobilier, il se compose de quoi? D'un appartement, d'une maison. C'est étonnant, tu payes un loyer, mais tu es propriétaire de ta résidence principale. Peut-être une erreur, je ne sais pas. En tout cas, très belle plus-value sur ta maison, plus 116 000 €. On dit souvent que c'est important de faire une grosse plus-value en pourcent, mais quand vous faites juste une plus-value de 100 000 €, c'est quand même magnifique. Énorme plus-value sur un bien locatif là, plus 186% que tu as dû transformer de A à Z. Énorme plus-value aussi sur ce bien là. Petit déficit petite moins-value latente sur un dernier bien. Mais si on regarde le bien ici là, combien tu loues par exemple cet appartement là? Tu vois, 165 € de cash flow. Alors tu n'as pas d'emprunt, donc on n'a pas calculé le TRI, mais plutôt très très positif. Renta brute 11%, magnifique ça. Franchement, les rentas au-dessus de 10%, ceux qui arrivent à les sortir, bravo. C'est vraiment du boulot, quasiment impossible à faire si vous transformez. Enfin, franchement, c'est impossible à faire si vous transformez pas le bien. Si vous payez des artisans, ça va être plus cher. Donc si vous le faites vous-même, forcément, c'est du boulot, mais c'est très très rentable. Et on voit ici le dernier bien, pareil, très beau cash flow. TRI énorme, 19%. Je rappelle que le TRI, c'est vraiment le calcul de l'opération, du rendement global de l'opération en prenant en compte les entrées et les sorties. Donc en prenant en compte les encaissements et les décaissements, donc le fait que tu aies mis un apport pour l'emprunt, le fait que tu aies des mensualités, des loyers qui rentrent, tu aies des charges qui sortent. Donc ça va prendre ça sur le temps et ça va permettre d'annualiser, de calculer un rendement annuel et surtout de comparer des investissements qui sont très différents entre eux. Donc c'est vraiment l'indicateur un peu star que regardent les investisseurs immobiliers et d'ailleurs les investisseurs dans plein de classes d'actifs. Ça permet de comparer les classes d'actifs entre elles, c'est assez intéressant. Je vous recommande fortement de l'utiliser. C'est pas évident à calculer ou à comprendre de prime abord, mais une fois qu'on a fait un petit Excel, c'est pas très compliqué. Sur Finari, on vous le calcule automatiquement si on peut. Mais vous voyez que la rentabilité brute et le TRI, c'est pas du tout la même chose, mais le TRI, c'est vraiment l'indicateur qui est le plus intéressant. Du coup, l'immobilier, a priori, il y a rien à dire. Juste cette histoire de résidence principale qui est un peu étonnante. Je sais pas pourquoi tu paierais un loyer plus. Peut-être que tu as une résidence secondaire, je sais pas. Les cryptos, qu'est-ce qui se passe dans la crypto? Donc, tu as un cold wallet, probablement un ledger, 168 000 € dessus. Bon, tu as les deux classiques Bitcoin, Ethereum. Je pense qu'on me demande tout le temps ce que font les clients Finari. Est-ce qu'ils investissent plutôt dans les classiques Bitcoin, Ethereum, ou alors est-ce qu'ils prennent plein de petits coins? Non, 90% de nos volumes, nous, c'est Bitcoin, Ethereum. Et c'est normal, c'est parce que c'est les cryptos qui sont les plus... alors pas les plus anciennes pour les deux, mais en tout cas, c'est les plus connues, c'est les plus stables quelque part dans le prix, c'est celles qui ont la plus grosse part de marché. Donc nous, on voit les mêmes comportements que partout ailleurs, Bitcoin, Ethereum. En tout cas, très très grosse plus-value. Le prix d'entrée, 5 000 € sur Bitcoin, donc ça fait longtemps que tu y crois. On va regarder quand est-ce que tu as pu investir sur ça. C'est cette page très sympa qui permet de voir les cours des cryptos. Donc si je me mets sur tout, tu vois, ça, si je devais deviner, en fait c'est forcément soit en 2018 que tu as investi. Ouais, ça doit être en 2018. Je dirais 2018 ou 2020. Mais si je devais parier, je dirais 2018 parce que ça m'étonnerait que tu aies acheté. 2020, ça a été très rapide. Donc 2018 avait peut-être 2019, mais voilà, c'était un très bon moment. Forcément, un PRU très bas, plus-value latente très haute, donc forcément fiscalité qui va faire très
mal. 30%, c'est normal, quasi sur la totalité, mais bon, c'est le jeu aussi. J'espère que tu as bien gardé les justificatifs, les traces des transactions pour pouvoir faire ta déclaration, parce que ça peut être un peu pénible, sinon tu peux bosser avec un avocat. J'ai reçu un avocat fiscaliste spécialisé dans la crypto qui s'appelle Alexandre Lourimi, qui est vraiment, je pense, le ponte du sujet. Franchement, Finari Talk, génial. Si vous n'y comprenez rien et que vous voulez avoir toutes les clés en 1 heure et pas de blabla, pas de pipeau, pour regarder ce talk, c'était vraiment une masterclass. En parallèle, t'as beaucoup d'autres choses sur crypto.com. Alors, je mets pas en garde, mais il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, t'as 20% de ton patrimoine crypto, un peu moins, 15% de ton patrimoine crypto sur un exchange, quasiment 20%. À toi de voir si t'es à l'aise avec ça, surtout si tu maîtrises le ledger ou le hardware wallet, peu importe. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire de garder ça sur un exchange, sauf si tu as prévu de sortir à court terme, ce qui est peut-être le cas ici. En tout cas, t'as plein de positions, on voit que c'est plus ou moins rentable. La réalité, c'est que la position la plus rentable, encore une fois, c'est ton Bitcoin, donc grosse position globale Bitcoin. Maintenant, la question que tu te poses, c'est vers quoi arbitrer? On va regarder les ETF, mais avant ça, on va regarder les pièces parce que tu en as quand même beaucoup. C'est vrai que les métaux précieux, c'est une classe d'actifs qui est quand même assez intéressante. Le cours de l'or a explosé là ces derniers temps. On est vraiment sur une très forte hausse. Il y a clairement une peur. Dès qu'il y a de la peur, en fait, les gens vont vers ce qu'on appelle le flight to safety. Et le safety, c'est le métal le plus dur du monde, quoi. Alors, c'est pas le plus dur du monde, mais c'est un métal dur. C'est un métal qui est rare, surtout, qui est rare. Et donc, les gens ont confiance dans la capacité de l'or à stocker de la valeur. Et l'or, on peut le stocker chez soi, contrairement à des billets de banque qui sont en fait souvent chez des banques. Et donc, on est dépendant du bon vouloir d'un tiers. Mais en tout cas, tu as beaucoup de belles pièces et on va aller regarder tout ça. Vous avez les super photos sur Finari. Du Krugerrand, ça, c'est des pièces sud-africaines. Louis d'or, bon, ça, c'est un classique. C'est un Napoléon. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Napoléon III? Il semble voir une petite moustache là. Pas sûr. Un souverain Victoria, probablement une pièce anglaise, je dirais. Krugerrand encore. Un demi-souverain. Un Koala 11 d'argent. Et donc, on voit, voilà, c'est quand même des grosses positions pour toi. Tu vois, du Krugerrand, une once d'or, 21 000 euros. Donc, je sais pas où tu les stockes. Alors, ne le dis pas non plus, mais c'est vrai que c'est un peu la limite, je trouve, de l'or. C'est qu'il faut les stocker. Si vous les stockez chez vous, il y a un risque de cambriolage. Si vous les stockez à la banque, il y a un risque de saisie, en fait. La banque peut, je sais pas, décider qu'en fait, il peut y avoir une injonction, peut décider qu'en fait, votre coffre doit être saisi ou j'en sais rien. Donc, c'est un peu le risque. Normalement, si vous achetez de l'or, alors déjà, on me demande si je recommande d'acheter de l'or. Je recommande rien du tout, mais entre de l'or papier et de l'or physique, forcément, l'or physique, quitte à avoir une valeur de réserve, autant acheter le vrai, quoi. Comme acheter du vrai Bitcoin, pas acheter du CFD de Bitcoin. Et après, si vous pouvez le stocker, évidemment, dans un coffre chez vous, c'est le mieu. Et si vous le stockez en banque, c'est aussi ok, mais quand même, ça reste dangereux. Mais on voit que tu as fait des super plus-values. C'est des très grosses plus-values au total. T'as une très belle perf. Regardez, tu as 20 000 euros de plus-value, donc c'est assez sympa. Il y a une fiscalité assez sympa sur l'or si on détient plus d'une certaine durée. Il faudra qu'on regarde tous les détails. J'avais fait un talk d'ailleurs avec un spécialiste de l'or. On va vous remettre le lien. Mais il y a une fiscalité un peu particulière si vous détenez les pièces. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se garde tout simplement. C'est ce qu'on appelle un hedge. C'est une protection contre une éventuelle crise. Allez, on passe aux autres actifs. Alors, c'était une MX5NA. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, c'est une voiture, non? C'est une Mazda? Allez, je suis pas si mauvais que ça. J'allais au salon de l'auto à Genève avant quand même. Respecter un peu le passionné. En tout cas, c'est très sympa. Franchement, c'est cool. Petite voiture pour cruiser dans le sud avec... alors, je sais pas si tu rentres tes enfants dedans, mais peut-être que c'est l'excuse pour ne pas les prendre avec toi quand tu as envie de te balader. Tu peux juste y aller avec ta femme. Vous allez vous faire plaisir. Voiture hyper sympa. Je sais pas, est-ce que tu as gagné de l'argent avec? Ouais, waouh, dingue. 160% de plus-value, donc très bien acheté. Comme quoi. Ça reste quand même très hypothétique de gagner de l'argent avec une voiture. Par contre, ce que vous pouvez essayer de faire, typiquement si vous achetez par exemple une 911, bon, c'est pas le même budget, 911, on va plutôt être à 100 000 euros qu'à 13 000 euros. Mais si vous achetez une Porsche 911, ça dépend des versions, etc. Mais c'est vrai que sur les bonnes versions, vous pouvez espérer perdre 0, voire gagner un petit peu et donc finalement rouler gratuitement. C'est juste qu'il va falloir stocker quand même beaucoup d'argent pour avoir ça. Il va falloir mettre 100 000 euros d'un coup. Donc, bon. Mais en tout cas, très belle opération. T'as d'autres montres après, t'as des montres, t'as plusieurs choses. Une Louis Erard, on va regarder cette version-là. T'as une Tudor qui est la maison secondaire de Rolex. Donc franchement, c'est la meilleure façon d'avoir l'équivalent d'une Rolex pour une fraction du prix. Très belle montre, Tudor. T'as une Meister Singer, très sympa aussi. Et puis t'as une Yema qui est une maison qui, de mémoire, est à Besançon. En tout cas, qui est en Franche-Comté. Ça,
ça j'en suis sûr. Voilà, faut savoir que historiquement, les horlogers sont des Français, de mémoire c'est des Francs-comtois même, qui ont émigré en Suisse. En fait, ils déléguaient des parties de la construction des montres à des agriculteurs suisses, qui du coup se sont spécialisés là-dessus, parce que les agriculteurs, vous devez s'occuper pendant l'hiver, et donc ils leur déléguaient, ils leur sous-traitaient des parties très spécifiques. Ils sont montés en gamme, et puis il y a beaucoup de Francs-comtois qui ont émigré en Suisse, et donc le savoir a été transféré là-bas. Donc on aurait pu être le berceau des montres, mais non, c'est nos amis suisses qui ont récupéré ça dans la vallée de la Joux, au Brassus, tout ça, là où il y a Audemars-Piguet. Donc des beaux endroits. Il y a des beaux musées d'ailleurs, si vous voulez aller voir des beaux musées sur les montres, vous pouvez aller au musée Patek, au musée Audemars, très très sympa. Et ça permet de voir des pièces assez exceptionnelles. En tout cas, le Louis Erard, c'est assez intéressant. Alors, j'avoue, je ne connaissais pas super bien cette maison, mais c'est vrai que c'est pas très très cher. Alors ça paraît beaucoup, hein, mais c'est quand même pas énorme pour une montre avec des complications. Et là, j'en vois quand même plusieurs. On voit qu'il y a une réserve de marche là qui est affichée, très sympa. C'est un design intéressant, c'est clair. Et oh, sympa, elle est open case back. Enfin, je sais pas si c'est du saphir ça, mais en tout cas c'est sympa. Franchement, c'est beau. Est-ce que t'as fait une plus-value dessus? Ouais, t'as fait une super plus-value dessus, 141%. Donc très très bel achat encore une fois. La Tudor, alors la Tudor, bon, elle est magnifique. Franchement, j'adore. Avec un bracelet Oyster, ça c'est canon ça. Franchement, c'est une vraie belle montre de plongée. C'est juste super beau. Et ça coûte combien on te la cote? 3400 €. Là, t'as fait une petite moins-value, mais bon, voilà, tu peux les garder très longtemps. La Meistersinger, qu'est-ce que ça donne? Beaucoup plus traditionnel, bracelet en cuir, qui est aussi très sympa. Maison un peu moins prestigieuse. Et la Yema, alors la Yema, on n'a pas regardé, mais la Yema Navigraph, c'est une montre assez sympa. C'est une maison qui a été relancée il y a quelques années. Et ils font des trucs sympas. Je suis pas sûr que ce soit une montre qui prendra beaucoup de valeur. Il faut savoir que la majorité des montres ne prennent pas du tout de valeur. Mais ça reste un bel objet qui a le mérite d'avoir. Je sais plus s'ils font leur propre mouvement. C'est vraiment ça qui est important. Mais en tout cas, c'est une maison qui innove et qui fait des choses intéressantes en France, donc il faut le signaler. Allez, on passe aux actions. Le plat de résistance. Ton plan épargne entreprise, donc c'est les actions de ta boîte. L'article 83, qui est l'ancêtre de l'épargne retraite, qui maintenant doit être renommé d'ailleurs, c'est un fonds global. Donc ta question, c'était sur quoi investir le profit de la crypto 100 000 € en bourse. Bon, je pense que la réponse est assez évidente, c'est que je ne vois pas de PEA, donc tu peux déjà ouvrir ton PEA là maintenant tout de suite, prendre date, lancer le compte à rebours pour les 5 ans, puisqu'au bout de 5 ans, tu ne paieras pas d'impôt sur le revenu, tu paieras uniquement la CSG-CRDS, cette belle taxe de 17,2 de mémoire. Donc tu paieras que ça quand même, c'est déjà beaucoup, mais tu paieras ça sur les plus-values, donc ça c'est bien. T'as pas besoin de mettre grand chose, je pense que pour 100 € de déposer, tu peux ouvrir ton compte. Donc tu lances le compteur, et après le jour où tu as fait le cash out, tu peux commencer à investir. La question à te poser, c'est sur quels ETF investir. Bon, là c'est un peu ce que tu veux, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'aimes, quels sont tes goûts. Le plus large, ce serait le MSCI World, qui est vraiment le paquebot, hein. Quand on regarde la répartition des pays, alors ça s'appelle MSCI World, franchement ça pourrait s'appeler MSCI US plus quelques autres petits trucs, parce que c'est quand même très US centrique, et pour cause, c'est parce qu'il y a évidemment la bourse mondiale est tirée par les US, est tirée par les 7 magnifiques, donc est tirée par quelques sociétés, donc c'est quelques sociétés qui font la pluie et le beau temps. Là on voit, quand j'ai commencé à faire les analyses de patrimoine, de mémoire on était à 65% de la cote qui était américaine. Là aujourd'hui on est à 71%, donc ça monte très vite. Non pardon, c'est en dollars ça, mais bon, voilà, c'est exactement pareil. Et du coup, voilà, vous avez des US, du Japon, du Royaume-Uni, de la France, avec LVMH et Total, honnêtement. Bon, là, je suis allé sur un autre ETF World qui est pas exactement le même, mais on voit que les plus grosses positions, c'est du Microsoft, c'est du Apple, c'est du Nvidia. Vous voyez, Nvidia, c'est 3,40% de la cote. Amazon, Alphabet, enfin, c'est que de la tech, honnêtement. C'est que de la tech. La première position de non-tech, c'est Eli Lilly, qui est un laboratoire. Et après, on a du média, on a de la banque. C'est quand même très US tech. Donc ça c'est la version la plus simple. Pour ceux qui sont un peu plus opiniâtres, vous pouvez aussi dire S&P 500, puisque quitte à avoir 71% de S&P 500, autant prendre 100% de S&P 500, parce qu'en plus ça surperforme statistiquement, sur le long terme, les marchés européens. Et après, ceux qui sont encore plus ambitieux peuvent aller sur du Nasdaq 100, mais bon, le Nasdaq 100 fait une performance de dingue dans les années fastes, et fait aussi une performance catastrophique dans les années de crise. Donc c'est à voir. La solution la plus simple, ce serait probablement le MSCI World, parce que tu auras aussi de l'Europe au passage. Après, la deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu t'investis tout d'un coup, ou est-ce que tu investis au fur et à mesure, en faisant du DCA?
Bon là j'en ai déjà parlé aussi, il y a des études qui comparent les deux. Et en fait on voit qu'entre le LS, lump sum, l'investissement one shot, et le cost averaging CA, en gros le DCA, le lump sum bat le DCA 68% du temps. Mais c'est vrai que c'est dur parce que psychologiquement mettre 100 000 euros d'un coup là dans un marché qui est quasiment au plus haut historique, c'est un peu difficile. Statistiquement c'est ce qui marche le mieux. Donc ça c'est à toi de voir par rapport à ta sensibilité. C'est tout à fait ok de se dire que tu rentres sur 18 mois, donc tu divises ta somme par 18, c'est tout à fait ok de te dire que tu rentres aujourd'hui et après tu penses plus. De toute façon tu auras encore de la marge derrière parce que tu auras mis 100 000 euros de contribution, de dépôt. Tu pourras encore déposer 50 000 euros sur ton PEA, et en plus avec ta femme vous pouvez augmenter le palier, tu peux faire un PEA PME, enfin bref, tu pourrais aller beaucoup plus haut avant de taper les limites. Et du coup ça rejoint un peu ton point sur la fiscalité. Je pense pas que ce soit une bonne idée de limiter ta fiscalité, de baisser tes impôts et de bénéficier de réduction d'impôts. À la limite tu pourrais faire du PER, mais je suis pas sûr que ce soit pertinent dans ton cas puisque tu es quand même encore assez jeune. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire du PEA, aussi d'ouvrir une assurance vie parce que tu n'en as pas. L'assurance vie ça reste comme une bonne enveloppe pour la transmission spécifiquement, et d'ailleurs tu pourrais aussi commencer à transmettre ton patrimoine immobilier notamment à tes enfants. Tu peux faire des dons tous les 15 ans, 100 000 euros par héritier direct. J'ai fait un Finari Talk sur ce sujet là, je vous mets le lien ici si vous voulez voir ou avoir un début de schéma. Ça peut vraiment être important. Si vous voulez aller plus loin, payer un notaire, ça vous coûtera peut-être 1000 euros et il vous fera tout le setup nickel avec les bons papiers qui vont bien. Il peut même vous rédiger votre testament, c'est un peu glauque mais honnêtement il faut l'anticiper. Après tu seras très tranquille. Donc tu as toutes les clés en main pour reconstruire ta pyramide. Donc là on voit le matelas de sécurité. Alors est-ce que tu as un matelas de sécurité? C'est vrai qu'on n'a pas regardé spécialement. Tu as du cash sur des comptes bancaires 2000 euros, tu n'as pas de matelas de sécurité, donc ça pourrait être intéressant de recommencer à faire un matelas de sécurité. Tu nous as dit que tu dépensais en moyenne entre à peu près 2000 euros par mois, tu vois, un peu plus, donc entre 3 et 6 mois. Vu que tu as des enfants, je dirais plutôt 6 mois quand même. Donc tu pourrais dire, tu vois, 12 000 euros de côté pour le matelas de sécurité, c'est en dessous du seuil du livret A, donc parfait. Après de l'immobilier, bon alors là t'es déjà maxi, t'es au max quoi, donc rien à faire. Sauf si tu veux continuer à en faire, pourquoi pas, à toi de voir. Et après les actions, les ETF, on l'a dit, tu commences par le PEA, tu prends date avec l'assurance vie, tu continues sur l'épargne salariale parce que du coup tu profites de l'abondement et de la participation à fond. Tu fais du stock picking sur CTO, mais toi ça a pas l'air d'être ton truc, donc ça tu peux oublier. La crypto, tu réduis la voilure progressivement. Les actifs alternatifs, tu te fais plaisir. Et puis voilà, je pense que t'as une super stratégie qui est hyper claire, hyper saine. Tu vas pouvoir transférer tes plus-values crypto vers des actifs beaucoup moins volatiles et qui sont beaucoup plus, je pense, qui peuvent prendre une plus grosse place dans ton patrimoine. Donc bravo pour ce patrimoine. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que ça vous a inspiré aussi de voir une reconversion tardive d'un artisan vers un métier de l'ingénierie aéronautique qui est quand même hyper pointu. Donc bravo pour ça. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est juste dans la description. J'analyse un patrimoine comme celui-ci tous les dimanches. D'ici là, je vous souhaite des bons investissements. Je vous dis à très vite. Ciao.